Alors bonjour à tous. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on avait commencé à, avec, enfin on avait terminé pardon avec ce fichier, cet en-tête syscall.h et nous avions commencé à déclarer des syscalls, donc c'est-à-dire des appels système que nous allons programmer aujourd'hui dans syscall.c, le fichier source, et qui seront utilisés dans la suite de la programmation de ce virus. Alors pour rappel, nous avons déclaré la fonction sysread qui retourne un sssize underscore t, donc qui sera utilisé pour stocker un nombre d'octets ou une indication d'erreur. Nous verrons que cette fonction sysread fera un appel à syscall en assembleur. Donc encore une fois, hein, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo sur l'assembleur. Donc un appel syscall en assembleur en mettant la valeur 0 dans le registre RAX, puisque nous sommes en 64 bits, avant de faire donc ce fameux syscall. Dans le but de pouvoir faire un read, alors les arguments sont pour le registre RDI, donc le premier argument, un entier, donc un int, un integer fd, donc un file descripteur, un descripteur de fichier. Ensuite, pour le second argument, donc le registre RSI, un pointeur qu'on a nommé buff. Et enfin, pour le troisième argument, donc RDX, le registre RDX, ce sera un size underscore t count. Donc encore une fois, pour expliquer ce que fera cette fonction, c'est un rappel. Je précise donc, sysread tentera de lire jusqu'à compter les octets du descripteur de fichier fd dans le tampon à partir de buff sur les fichiers prenant en charge la recherche. L'opération de lecture commencera au décalage du fichier. Et le décalage du fichier sera incrémenté du nombre d'octets lus. Si le décalage du fichier est à ou au-delà, comme je l'avais précisé dans la vidéo précédente, à la fin de la vidéo précédente, de la fin du fichier, alors aucun octet ne sera lu et read renverra 0. Alors de la même manière, on va déclarer la fonction syswrite, write, qui retournera un sssize underscore t, donc qui sera utilisé pour stocker encore une fois un nombre d'octets ou une indication d'erreur. Alors nous verrons que cette fonction syswrite fera un appel à syscall en assembleur en mettant la valeur 1 dans le registre RAX avant de faire le syscall. Et afin de pouvoir faire un syswrite, les arguments sont pour le registre RDI. Alors tout d'abord je vais écrire ce que ça va retourner, donc un sssize underscore t sys underscore write. Alors pour le premier argument, donc qui sera stocké dans le registre RDI, un entier, encore une fois, qui sera finalement un descripteur de fichier, donc un int fd, pardon. Puis pour RSI, donc le registre RSI, le deuxième argument, eh bien, une chaîne de caractères. Donc encore une fois, ce sera un buffer, hein, mais elle sera constante. Donc ce sera un const void étoile buff. Et enfin, le dernier argument, donc pour RDX, un size underscore t count. Donc il y a beaucoup de similitudes en termes d'arguments par rapport au read qu'on a déclaré juste dessus. Voilà. Alors, maintenant, il sera intéressant d'expliquer ce que fera cette fonction. Alors, syswrite écrira les octets du tampon, donc la fameuse chaîne de caractères qui commencera donc à buff dans le fichier référencé par le descripteur de fichier fd, l'entier fd. Et on peut noter que le nombre d'octets écrits peut être inférieur à count, donc ce ne sera pas forcément égal à count, mais il pourra être inférieur si par exemple il n'y a pas assez d'espace sur le support physique. Alors maintenant, de la même manière, on va déclarer sysopen et nous verrons que l'on fera un syscall en mettant la valeur 2 dans le registre RAX
Et pour expliquer son utilité, donc l'appel système sysopen ouvrira le fichier spécifié par pathname. Donc en fait, effectivement, ça retournera un entier. Et appelons-la donc sysopen. Et donc, tout d'abord, en premier argument, on aura eh bien, pardon, une chaîne de caractères qu'on va appeler pathname. Comme ça, on sait de quoi on parle. Eh bien, en fait, comme je le disais, donc, elle ouvrira le fichier spécifié par pathname, par donc son nom de chemin, donc son nom. Et si le fichier spécifié n'existe pas, donc il peut éventuellement, si par exemple 0 underscore create est spécifié dans flags, être créé par open. Parce qu'effectivement, le deuxième argument sera donc un entier qui sera en fait des drapeaux, donc des flags. Et la valeur de retour de open sera un descripteur de fichier, c'est pour cela qu'on a mis un entier. Donc un petit entier, comme on dit, hein, puisqu'on n'a pas mis un long, petit entier non négatif, parce qu'on ne l'a pas signé, qui est en fait un index d'une entrée dans le processus du tableau des descripteurs de fichiers ouverts. Alors le descripteur de fichiers sera utilisé dans les appels système suivants, donc read, write, il y aura également lseek, il y aura fcntl qu'on a déjà vu, et ainsi de suite. Et dans le but donc de faire référence au fichier ouvert. Effectivement, il s'agit d'un sysopen, comme son nom l'indique. Alors, le descripteur de fichier renvoyé par un appel réussi sera le descripteur de fichier avec le numéro le plus bas et non actuellement ouvert pour le processus. Donc l'entier sera le plus bas pour ce descripteur de fichier. Et également donc non encore ouvert par le processus en cours. Alors ensuite, on aura besoin de sysclause. Alors, toujours de la même manière, on va déclarer sysclause et nous verrons que l'on fera un syscall en mettant la valeur 3 dans le registre RAX. Et pour expliquer son utilité à ce sysclause, donc comme son nom l'indique, sysclause fermera un descripteur de fichier, de sorte qu'il ne se réfère plus à n'importe quel fichier et donc ne peut plus être réutilisé. Tous les verrous d'enregistrement détenus sur le fichier auquel il aura été associé et détenus par le processus seront supprimés. Donc effectivement, il retournera un entier et il prendra comme seul argument, eh bien, tout simplement un descripteur de fichier que je continue à appeler fd pour file descriptor. Alors toujours de la même manière, on va déclarer sysfstat et nous verrons que l'on fera un syscall cette fois-ci en mettant la valeur 5 dans le registre RAX. Et pour expliquer son utilité donc à cette fonction, alors encore une fois comme son nom l'indique, sysfstat, cette fonction va renvoyer des informations sur un fichier. Donc ça nous permettra de récupérer des informations. Et l'intérêt, c'est qu'aucune autorisation ne sera requise sur le fichier lui-même. Et notons que ce sysfstat que l'on va faire sera spécifié par un descripteur de fichier fd. Donc, par un descripteur de fichier fd, un file descriptor, enfin qu'on appelle comme ça, hein, c'est le nom de l'argument, et également une structure stat, donc un pointeur sur une structure stat qu'on va appeler par exemple stat buff pour buffer. Alors int sysfstat int fd et en second argument une structure, donc un pointeur sur une structure stat qu'on va nommer statBuff par exemple. Voilà. Enfin, il en reste encore pas mal de syscall à déclarer. Alors donc encore une fois, toujours de la même manière, on va déclarer sysmmap
Et nous verrons que l'on fera cette fois-ci un syscall en mettant la valeur 9 dans le registre RAX. Alors sysmap créera un nouveau mappage dans l'espace d'adressage virtuel du processus d'appel. L'adresse de départ du nouveau mappage sera spécifiée dans le premier argument qu'on va appeler adre, par exemple, ou adresse. Alors, donc, je commence à l'écrire. Effectivement, il s'agit d'un pointeur. 6map. Donc le premier argument, donc un pointeur avec une adresse. On peut appeler adre par exemple, ou allez, pour la mettre à l'anglaise avec 2D et un seul R. Alors, ensuite, on aura l'argument length, donc avec un size underscore t length, qui spécifiera la longueur du mappage, qui donc devra être supérieur à 0. Alors, si adre, donc l'adresse est nulle, est un null, alors le noyau, donc le kernel du système d'exploitation, choisira l'adresse à laquelle créer le mappage. C'est la méthode la plus portable de création d'un nouveau mappage. C'est pourquoi on utilisera cette méthode ici. Et si l'adresse n'est pas nulle, alors le noyau considérera donc cette adresse comme un indice sur l'endroit où placer le mappage. Donc, par exemple, sur Linux, le noyau choisira une limite de page proche, mais attention, toujours supérieure ou égale à la valeur spécifiée par le fameux processus. Donc dans proc, c'est /proc /sys /vm /mmap _min _adre, et va essayer de créer le mappage à cet endroit-là. Et enfin, si un autre mappage existe déjà, le noyau sélectionnera une nouvelle adresse qui pourra ou non dépendre de l'indice. Alors l'adresse du nouveau mappage sera renvoyée à la suite de l'appel. Et on peut préciser que le contenu d'un mappage de fichier, par opposition à un fichier anonyme qui est cartographié, eh bien, sera initialisé en utilisant des octets de longueur commençant à l'offset dans le fichier ou à un autre objet, qui sera donc référencé par toujours un descripteur de fichier FD. Donc on aura comme paramètre un integer FD, un entier FD. Le décalage devra être un multiple de la taille de la page. Donc on va faire intervenir tout ça, hein, l'offset, donc pour le décalage, le descripteur de fichier. Ensuite, après le retour de l'appel mmap, le descripteur de fichier FD pourra être fermé immédiatement sans invalider le mappage. Et dans ce cas-là, alors, il faut préciser qu'on va mettre un argument prot qui va permettre de décrire la protection mémoire souhaitée du mappage. Et il ne devra pas entrer en conflit avec le mode d'ouverture du fichier. Donc il s'agira soit de prot underscore none, soit du ou au niveau du bit d'un ou plusieurs des drapeaux, donc des flags, dont je ne vais pas donner la liste ici car nous aurons l'occasion de les voir un peu plus tard. Donc si on revient, donc effectivement on va avoir besoin de int prot pour la protection, int flags pour les drapeaux, les flags, le descripteur de fichier int fd et comme on l'avait dit, l'offset aussi. Donc off underscore t offset. Voilà qui est fait. Maintenant, on va avoir besoin donc aussi de sysmprotect. Alors, toujours de la même manière, on va déclarer donc ce fameux sysmprotect. Et dans ce cas-là, on verra qu'on fera un syscall en mettant la valeur 10 dans le registre RAX. Alors, sysmprotect modifiera la protection de la ou des pages du processus appelant, qui contiendra donc toute ou partie de l'intervalle de l'adresse jusqu'à l'adresse plus len -1.
Donc je vais commencer à l'écrire pour que ce soit compris. Donc, int 6m protect void étoile. Donc toujours notre adresse, on a besoin. Là justement la taille len, qu'on va appeler len pour length, et la protection. Et donc je disais effectivement, donc systemprotect modifiera la protection de là ou des pages du processus qui appelleront, qui contiendront toute ou partie de l'intervalle adresse, donc adr jusqu'à adr plus len-1. Et en fait, adr devra être aligné sur une frontière de page. Donc on en revient un peu à notre compilateur utilitaire avec notre page alignment. Alors si le processus appelant essaie d'accéder à la mémoire d'une manière telle que cela viole la protection, le noyau générera un signal segv, comme on l'a déjà vu pour ce processus, et prot sera soit prot none, soit un ou binaire, donc un pipe, entre les valeurs suivantes. Donc prot none, on ne peut pas accéder du tout à la zone de mémoire. Prot read, on peut lire la zone de mémoire. Prot write, on peut modifier la zone de mémoire. Et enfin, prot exec, la mémoire peut contenir du code exécutable. Ça, bien sûr, ce sera défini par nous autres. Et ce sera défini dans notamment le fichier error.h. C'est là où je vais faire la définition de toutes ces variables. Alors ensuite, on aura également besoin de manmap, donc sysmanmap. Sysmanmap, pour faire un appel à sysmanmap, on mettra 11 dans le registre RAX. Et l'appel système en fait manmap va détruire la projection en mémoire, dans la zone mémoire spécifiée. Donc c'est lorsqu'il s'agit de la création d'un processus. Et va s'arranger pour que toute référence ultérieure à cette zone mémoire déclenche une erreur d'adressage. Ainsi, la projection sera automatiquement détruite lorsque le processus se terminera. A l'inverse, la fermeture du descripteur de fichier ne supprimera pas la projection. C'est pourquoi, effectivement, sysclose n'est pas suffisant. On a besoin de ce sysmanmap pour effectivement ne pas laisser de traces, notamment dans tout ce qui va être la RAM, c'est-à-dire les processus actifs en mémoire. Alors l'adresse, on mettra une adresse en premier argument, adr devra être un multiple de la taille des pages, et toutes les pages contenant une partie de l'intervalle indiqué seront libérées. Et tout accès donc ultérieur déclenchera un sigsegv, et aucune erreur ne sera détectée si l'intervalle indiqué ne contient pas de page projetée en mémoire. C'est effectivement tout l'intérêt de ne pas laisser de traces, de ce sysmanmap, c'est de ne pas laisser de traces et donc de gérer la furtivité au mieux. Sysmanmap. Là, bien sûr, on est toujours dans les déclarations. On n'est pas encore en train de coder ces fonctions, mais on les déclare et on les explique, ce qui est assez important. Alors, je l'écris à la française, mais en fait, à l'anglaise, ce sera beaucoup mieux. Size, underscore t, length. Voilà. Pardon. C'est bon. La clim, la chaleur. Un peu compliqué. Alors, toujours de la même manière, on va déclarer sysexit. Et on verra que l'on fera dans ce cas-là un syscall en mettant la valeur, c'est 60 dans le registre RAX.
De toute manière, vous verrez dans syscall.c, je vais faire des define pour toutes les valeurs. Alors, l'appel système sysexit sera finalement tout simple. Ce sera le moyen normal de terminer un processus. Pardon. Donc on fait un int sysexit. Je pense que pour cette vidéo, finalement, on n'ira pas jusqu'au... on continuera sur le syscall.c dans la prochaine vidéo, parce que là, je la vois un peu cassée. Je pense qu'il faut que j'aille tousser et que je boive un peu d'eau. Je vais pas faire ça devant vous, désolé. Et bon, ce n'est pas grave, ça rajoutera une vidéo. Hein. Ça ne rajoutera qu'une vidéo finalement. Et puis c'est même peut-être plus digeste de cette manière. Alors, ensuite, toujours de la même manière, on va déclarer sysptrace. Et avec sysptrace, là on fera un syscall en plaçant, en faisant un move de 101. On mettra la valeur 101 dans RAX avant de faire notre syscall. L'appel système sysptrace fournira en fait un moyen par lequel un processus, donc ce qu'on appelle le traceur, pourra observer et contrôler l'exécution d'un autre processus, le tracé, et examiner et modifier la mémoire ainsi que les registres. Alors, il sera principalement utilisé pour mettre en œuvre le débogage avec des points d'arrêt, mais en fait, le suivi des appels système. Mais en fait, le but sera justement d'empêcher ce débogage. On verra qu'on l'utilisera dans des fonctions, qu'on va déclarer dans loader.h, dans ce fameux fichier-là, qui seront des fonctions de détection, afin de savoir que notre virus puisse détecter lorsqu'il est soumis à un débogage ou lorsqu'il est soumis à un désassemblage, et que là, en fait, on mette en place nos techniques d'obfuscation de code et que, eh bien, rendre la tâche très compliquée, surtout à ceux qui le feront à la main, parce que si c'est automatisé et que c'est par exemple de l'analyse spectrale qui est utilisée par les antivirus dans le domaine de la détection statique, effectivement, là, ça va être à l'aise. Mais effectivement, il va falloir se blinder. Effectivement, c'est le cas de le dire. Donc, il y aura des techniques de blindage aussi face à des éventuels ingénieurs cybersécurité qui voudraient étudier ce virus. Donc, le désassembler, le déboguer, etc. Alors, donc, ce qui est important de dire, c'est qu'un observé, un tracé, doit d'abord être attaché au traceur. Alors l'attachement et les commandes suivantes seront gérées par le thread. Donc dans un processus multi-thread, donc en fait finalement un processus multiprocessus, chaque fil peut être attaché individuellement à un traceur, qui peut être potentiellement différent, ou laissé non attaché et donc non débogué. Par conséquent, tracé signifie toujours un thread et jamais un processus, donc éventuellement un multithread. Et les commandes ptrace donc seront toujours des processus qui pourront initier une trace en appelant un fork. Donc on l'a vu dans les fork bombes, si on revient dans les bombes logiques, et en ayant en fait l'enfant résultant qui sera généralement suivi d'un execv. Alors, pendant qu'il sera tracé, l'observé s'arrêtera à chaque fois qu'un signal sera délivré, même si le signal est ignoré. Et justement, ce sera une technique pour ne pas se faire débugger. Une exception sera le seek kill, qui a son effet donc habituel, hein, donc c'est pour tuer le processus. Le traceur sera notifié lors de son prochain appel à wait PID, ou l'un des appels système wait, attendre. Eh bien, il renverra une valeur d'état contenant des informations qui indiquent la cause de l'arrêt,
dans le tracé. Et bien sûr, elles seront modifiées. Ce seront nous qui diront finalement ce que l'on a envie de dire, enfin, qui feront dire à notre virus ce que nous désirons dire. Alors finalement, le 6ptrace c'est un long, il renverra un long, donc c'est long 6 underscore ptrace, ensuite un enumerate, donc un enum underscore underscore ptrace, pardon, ptrace request pour la requête, parce que effectivement la valeur de cette requête request déterminera l'action à effectuer à la suite donc d'une tentative de débogage. Ensuite, le PID, il faudra prendre en compte le PID de notre processus. Donc c'est le processus identifier, enfin, l'identifiant du processus, pardon, underscore T, qu'on va appeler donc PID, l'adresse, toujours, hein, ça on aura toujours besoin, toujours à l'anglaise, allez hop, et enfin un pointeur sur les données. Alors, on aura plus, je vous donnerai plus d'informations sur ce 6ptrace qui est un peu particulier, parce que là effectivement on rentre dans le cadre d'une tentative d'étude de notre virus, et donc il y aura toutes des fonctions qui seront liées à cette première fonction et qui nous permettra justement, elle et les fonctions qui en découleront, d'éviter donc l'étude de notre virus. C'est bien connu, hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler c'est assez courant maintenant, le malware analysis. Mais nous, bien sûr, on va se protéger contre ça. Alors enfin, la dernière fonction, le dernier syscall, le dernier appel système, eh bien, ce sera le 6 get end s64. Et dans ce cas-là, on verra qu'on fera un syscall en mettant la valeur, une valeur beaucoup plus élevée, c'est 217, dans le registre RAX. Alors l'appel système getDense lit plusieurs structures Linux dirent, donc c'est ce qu'il s'agit de répertoire, donc du répertoire référencé par le descripteur du fichier ouvert, donc qu'on appellera toujours FD, hein, file descripteur, dans le tampon pointé par, appelons-le par exemple dir p, eh bien, donc, il permettra donc de lire plusieurs structures dans ce répertoire, qui sera référencé donc encore une fois par le descripteur de fichier ouvert, donc FD, qui sera ouvert donc dans le tampon, donc le buffer pointé par dirp. Alors, le nombre d'arguments spécifiera la taille de ce tampon. Et c'est pourquoi on servira de count, d'un troisième argument count. Alors, de fait, donc ça retournera un entier, et on avait dit qu'on appelait 6 get dense 64. Alors on a un entier non signé, donc, file descriptor fd, une structure dirent64 comme on l'a déclaré ici, hein. En fait finalement c'est juste ça, dirent64 que l'on a dit qu'on appellerait, donc je vous avais dit on l'appellerait comment, dirp, oui, dirp c'est très bien, ça on s'y retrouve. Et de toute façon, vous verrez que dans le syscall.c, ce sera beaucoup plus clair, parce que comme vous verrez le code se dérouler sous vos yeux, effectivement, ce sera beaucoup plus clair. Pardon. Et enfin, un entier non signé, donc pour, comme je l'avais dit, le count, donc, qui permet de spécifier la taille du tampon. Donc un entier non signé du nom de count. Voilà. Alors, ici, je ne pense pas avoir fait d'erreur, il y a bien les points-virgules partout. Et maintenant, eh bien, on va ajouter le end if pour fermer notre wrapper if and def. Donc,
underscore and if. Voilà. Voilà qui est fait, CTRL C. Et donc dans la prochaine vidéo, on passera sur le syscall.c. Donc là, on a déclaré toutes les fonctions et ensuite, donc dans le syscall.c, ces fonctions-là seront implémentées. Et vous verrez la facilité pour les implémenter, c'est que on utilisera certes du C, mais du C en fait en utilisant de l'assembleur et notamment si vous avez bien retenu les registres RAX en faisant des appels à syscall. Donc ce sera principalement de l'assembleur en fait. Voilà, je vous dis à tout de suite